Je remercie Monsieur Fretsch et le Mémorial de la Shoah donc, de m'avoir proposé cette mission bien passionnante qui est de conduire la discussion donc, aujourd'hui avec à la fois plusieurs témoins qui ont notamment délivré leur témoignage dans le film dont nous allons parler, qui est le point de départ donc de cette rencontre, même si certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas vu, mais nous en parlerons, j'essaierai de le résumer brièvement. Nous avons la chance d'avoir, je vous présenterai tout à l'heure peut-être au fur et à mesure donc de leurs interventions, on va le faire peut-être tout de suite. Donc nous avons la chance d'avoir Monsieur Francis Gillery, qui est le réalisateur du film qui a été projeté donc il y a 3 jours et qui sera le point de départ, même si c'est pas le seul objet de la discussion d'aujourd'hui. Madame Marceline Loridan-Evans, qui est cinéaste et qui a aussi témoigné dans le cadre de ce film. Monsieur Elie Buzine également, qui a participé donc à ce film. Monsieur Charles Baron, à ma gauche également. Tous les trois sont d'anciens déportés. Il va de soi que leur identité ne se réduit pas à cela. Et lorsqu'on les présente uniquement comme cela, c'est toujours, comment dirais-je, un petit peu étrange. Mais c'est pour cela, effectivement, qu'ils sont avec nous aujourd'hui. Et donc, c'est à elle que je vais d'abord donner la parole. Madame Catherine Vieux-Charrier, dont Jacques Ifrane nous rappelait qu'elle est chargée de la mémoire et du monde combattant et adjointe au maire de Paris. Et peut-être y a-t-il parmi vous des parents d'enfants qui sont en âge scolaire, et quand on l'est, ce qui est mon cas, on peut s'apercevoir à quel point effectivement la mairie de Paris a été active ces dernières années pour faire connaître donc auprès notamment des écoliers ce qu'était la Shoah et donc dans la transmission de la mémoire de la Shoah. Madame. D'abord, je tiens à remercier Jacques Fretsch. Merci Jacques. Et puis vous, Madame Matar Bonucci, chère Marceline Loridan-Evans, cher Charles Baron, chère Elie Buzine, et puis chère Sophie Andrieux aussi, qui m'a beaucoup aidée. Et puis, mesdames et messieurs, et parmi vous, des amis que je reconnais. Vous savez, il y a quelque temps, je suis allée à la synagogue Charles Lichet, place des Vosges, et le grand rabbin Messard a parlé juste après le témoignage d'un survivant, et il s'est posé la question: comment parler de la Shoah quand on n'a pas traversé cet enfer? Alors moi, qui je suis? Qui je suis pour parler de la Shoah? Qui sommes-nous qui n'avons pas traversé justement cet enfer? Je ne suis pas historienne, je ne suis pas témoin, mais ce que j'ai en tête, c'est que la Shoah, c'est l'affaire de tous, juifs et non-juifs, à plein de titres. Pour ma part, enseignante de formation, mais aussi parce que mes parents viennent d'un village où le premier maquis des éclairs israélites a été créé à Vabre, dans le Tarn, et la population de Vabre s'en souvient. Et puis aussi parce que quand on est engagé politiquement et quand on a la chance d'avoir une mission qui m'a été donnée par Bertrand Delanoë de s'occuper de la mémoire, et ben évidemment la Shoah vient naturellement dans ce travail de mémoire. Alors c'est vrai qu'en parler, ça se fait toujours au carrefour, ce que je disais avec madame qui est historienne, au carrefour des témoignages des survivants, sur lequel nous nous appuyons beaucoup, et sur celui de l'histoire. Et donc s'appuyer sans cesse sur le travail des chercheurs, le travail des historiens, et puis le formidable travail de recensement qu'a fait Serge Klarsfeld, sans lequel nous n'aurions pas effectivement la mémoire, les visages et les noms de tous ces gens qui ont été assassinés. Et puis je voudrais aussi parler de la circulaire qui rend obligatoire l'enseignement de la Shoah. C'est extrêmement important. Donc cette circulaire qui a été publiée par l'Éducation nationale l'année dernière et qu'il faut mettre maintenant en marche. Il faut vraiment qu'on s'y intéresse.
La mémoire, a dit, je ne sais plus qui, ne doit pas devenir un tombeau. Donc, c'est un vrai souci, parce que la mémoire ne suffit pas. D'abord parce que beaucoup de ceux qui sont autour de nous, qui sont survivants ou enfants cachés, vont disparaître. Des gens, et puis les jeunes, les plus jeunes comme moi, parce que je suis née dans les années 50, donc je ne suis plus vraiment tout à fait jeune, mais enfin bon, ont des souvenirs parce qu'ils ont rencontré ces gens-là. Mais après, il n'y aura plus... donc il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Je voudrais dire un mot de Paris. Paris a payé un lourd tribut dans l'extermination des Juifs. Et je voudrais parler de ces Juifs parisiens, parce que j'en connais, parce que même je les connais très bien. Et je voudrais dire que ces gens ont cru à la France d'une façon incroyable. Ils venaient pour beaucoup dans les arrondissements de l'Est parisien, ils venaient de Pologne, ils avaient été chassés par les pogroms, ils étaient ce qu'on appelle des immigrés, ils étaient artisans, ils étaient ouvriers, et puis ils ont lutté contre le fascisme, ils l'ont repoussé, ils ont participé aux manifestations des années 30, quand le fascisme essayait d'arriver en France, parce qu'il ne faut pas l'oublier ça. Ils ont aussi participé à ce grand mouvement populaire, du Front populaire de 1936. Et le malheur les a rattrapés avec la victoire d'Hitler. C'est pour cela que je pense qu'il ne faut jamais séparer la Shoah du contexte politique. Je n'aime pas entendre dire c'est incompréhensible. Bien sûr que ça peut paraître incompréhensible, mais il y a des intérêts politiques, il y a eu des intérêts idéologiques qui ont mené un peuple, comme le peuple allemand, qui était un peuple de très grande culture, qui a produit des cinéastes, des écrivains, des peintres, des musiciens. Alors donc la culture ne suffit pas à faire un rempart à la barbarie. Donc posons-nous la question, comment c'est arrivé? Et aussi, comment les classes dirigeantes allemandes, puis les classes dirigeantes françaises et d'autres ont participé à la collaboration. On le voit bien aujourd'hui, les grands industriels qui ont armé l'Allemagne nazie. Donc ce sont des gens qui ont abandonné la grande tradition démocratique, progressiste, universelle de la Révolution française et de la République. Et qui sont entrés dans cette horreur de la Shoah par la collaboration. Donc, je pense, et j'y crois, il faut faire de la politique pour repousser la barbarie, pour repousser le négationnisme, pour repousser les racismes et l'antisémitisme. La politique au sens noble du terme. Voilà, donc je ne parlerai pas des deux France, parce qu'effectivement, il y a eu une autre France. Heureusement, il y a eu la France de ceux qui ont caché les Juifs, de la concierge du 20e arrondissement qui a attrapé la famille de mes amis et qui les a cachés pendant une semaine, jusqu'au commissaire de police qui est monté dans les escaliers du 140 pour dire aux familles attention, hein, demain il y a une rafle. Donc voilà, il y a eu des gens comme ça. Et d'ailleurs Serge Klarsfeld le dit, que finalement, certes il y a eu la faillite morale du gouvernement de Vichy, mais les 3/4 de la population juive française a échappé à la mort parce que le peuple français s'est quand même dressé de façon quelquefois tout à fait légère. Il suffit de refermer une porte pour empêcher qu'un soldat entre ou qu'un policier entre, parce que c'était bien la police. Voilà. Encore un mot sur le travail de mémoire, au-delà des cérémonies, parce qu'il y a les cérémonies. Je voudrais dire que la ville de Paris est très impliquée, d'abord dans le travail des plaques que certains connaissent ici, qui est, vous le savez, le croisement du travail de Serge Klarsfeld avec les registres matricules des écoles, qui nous a permis de mettre
de faire revenir les enfants dans les écoles. C'est-à-dire que tous ces enfants qui ont disparu le 16 juillet et les jours qui ont suivi, en 1942, qui ont disparu dans les camps d'Auschwitz-Birkenau et ailleurs, eh bien, ils ont leur nom inscrit à l'intérieur des écoles et il y a une plaque à l'extérieur qui rappelle que ils ont été raflés parce qu'ils étaient nés juifs, sous la responsabilité du gouvernement de Vichy, et qu'il ne faut pas les oublier. Et ce travail est accompagné dans les écoles auprès des parents quand il s'agit d'écoles maternelles ou d'écoles élémentaires, puisqu'on ne parle pas aux enfants directement de cette horreur, mais on commence... Et il y a des survivants qui viennent témoigner. D'ailleurs, dans cette salle, j'ai en face de moi Rachel Gédinac, qui est mon amie et qui fait ce travail couramment, et qui fait partie de ce travail. Voilà, c'est un travail qui est enraciné dans la population parisienne. Et ça me paraît extrêmement important. Il y a évidemment le mémorial de la Shoah que nous soutenons, parce qu'il fait un travail remarquable. Et puis toutes les grandes fondations que vous connaissez probablement. Et puis je voudrais dire un mot, je ne vais pas être trop longue, sur le film de Francis Gillery, parce que j'ai trouvé que le film de Francis Gillery était d'une grande justesse de ton et qu'il a une vertu, c'est qu'il regarde tout en face. Et tout regarder en face, c'est pas toujours très drôle, parce qu'on s'aperçoit que... il me parlait d'hypocrisie tout à l'heure, mais il n'y a pas que l'hypocrisie. Il y a beaucoup de responsabilités partout. Les États ont eu des responsabilités très graves. Et les États de quelque régime politique que ce soit. Il n'y en a pas eu un pour acheter l'autre. Et les États, il a osé en parler et j'ai trouvé ça extrêmement important. Voilà. Et puis je voudrais dédier cette table ronde à une petite fille dont le nom est sur le mur du mémorial. Elle s'appelait Gilberte Peterman. C'était l'amie intime de ma mère. Elle a été raflée à Montauban. Et elle a été emmenée dans les camps et elle a disparu. Voilà, je voulais avoir un mot pour elle parce que je me souviens des larmes de ma mère lorsque elle m'en parlait. Et puis que chaque fois qu'un nom est dit, c'est le retour parmi nous. Et puis je voudrais dire, pour terminer enfin, que notre responsabilité à tous et à vous, qui êtes au premier rang, les jeunes, c'est de faire vivre les puissantes valeurs d'humanité, de solidarité, de partage, auxquelles je crois profondément et pour lesquelles je me bats. Voilà. Bien, merci Madame pour cette entrée en matière. Donc, je vais tenter de présenter brièvement ce film qui, de toute façon, comme il est très structuré, pourra servir de base à notre discussion et aussi peut-être pour dire aux personnes qui n'auraient pas pu le voir eh bien, quelles sont les questions donc, qui y sont abordées. Je dis tout de suite que c'est un film qui est un film fort, intéressant, émouvant, qui donne à réfléchir et qui présente une certaine lecture de l'histoire, alors après qu'on peut peut-être discuter, mais qui de toute façon, je crois, est tout à fait stimulant. Alors, ce film se compose en un certain nombre de tableaux, il y en a 7 ou 8, des étapes que je voudrais rappeler. Il est nommé, le titre c'est « La vie après la Shoah ». Et je crois que ce qu'on comprend bien, évidemment, c'est que la vie après la Shoah, la vie, oui, mais il n'y a jamais véritablement d'après, en ce sens que la Shoah continue, et ça c'est, je crois, bien montré dans le film, accompagner chaque instant de la vie, à la fois des anciens déportés, des déportés qui ont survécu, mais aussi de leur entourage et des générations qui viennent après. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, déjà, le film est une réussite, car il me semble que ce message-là est très bien passé. Alors, il s'ouvre
par une série de témoignages et de réflexions autour de la libération des camps que nous commémorons, 27 janvier 1945, la libération d'Auschwitz, et les camps situés plus à l'ouest seront libérés plus tard. Mais il est expliqué, à juste titre, que cette libération, au fond, le mot est un peu impropre, en ce sens que la libération n'était pas véritablement programmée, mais qu'elle intervient dans le cadre de la libération de l'Europe, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Et du coup, on trouve des alliés qui n'étaient pas préparés véritablement à affronter cette horreur qu'ils vont découvrir, donc au contact des camps. Le retour est également mentionné, les modalités chaotiques du retour avec des personnes qui ne sont pas prioritaires dans la programmation des retours. La priorité, c'est de continuer les combats, de continuer à acheminer éventuellement des militaires, des soldats, et donc ces déportés, après avoir quelquefois attendu très longtemps dans des conditions précaires, eh bien rentrent avec les moyens que l'on met à leur disposition. Certains d'entre eux, je crois que c'est Madame Loridan Evans qui raconte qu'elle est rentrée, ou certains d'entre eux en tout cas, sont rentrés dans des wagons à bestiaux. Hein, c'est votre cas. Bon, ce qui peut effectivement sembler tout à fait scandaleux, mais ce qui montre bien précisément à quel point cette situation-là n'était pas préparée. Oui, mais les portes étaient ouvertes quand même. Hein. Absolument, ce qui fait une différence majeure. De même que les autobus, vous dites que les autobus sont ceux qui vous avez emmenés, je crois, à Drancy, et ce sont les mêmes qui vous amènent à l'hôtel Lutetia, mais on peut faire en effet la même réflexion. Le deuxième tableau porte sur la question de l'accueil, du retour immédiat de ces déportés, donc en France. Et on comprend qu'il y a, d'abord qu'ils sont confrontés à une volonté de la part de la société d'oubli, ou en tout cas de tourner la page. Hein, c'est-à-dire qu'ils se heurtent, quand ils rentrent, pour la plupart d'entre eux, ils se heurtent à une forme d'incompréhension de la part de gens qui sont souvent des gens qui eux-mêmes ont souffert de la guerre et qui n'arrivent absolument pas à entendre les souffrances donc qui sont celles des déportés. Et très souvent, il y a un désir de témoignage, il y a un désir de parole, mais qui est rapidement bridé, précisément parce qu'il y a cette incompréhension de la société. Nous avions réalisé il y a quelques années un travail avec des étudiants de collecte de témoignages, et nous avions interviewé Henri Borland, qui, parmi les anciens déportés qui sont là, fait partie de ceux qui témoignent régulièrement. Et Henri avait une formule, il avait écrit un court texte avec une formule qui était « Passe-moi le sel ». Pourquoi passe-moi le sel? Parce qu'il racontait que dans des discussions familiales ou amicales, lorsqu'il commençait à évoquer ce qu'avait été la déportation, il y avait toujours quelqu'un pour l'interrompre et pour dire passe-moi le sel. Bon, voilà, je crois que de ce point de vue-là, le film rend bien compte aussi au fond, cette parole qui a été rapidement bridée, refoulée. Et cette difficulté qu'ont les déportés à faire savoir ce qu'a été cette expérience traumatique est assez bien résumée, me semble-t-il, par le témoignage de monsieur Elie Buzyn, dont on reparlera dans la discussion, à propos du tatouage qui a été le sien, puisqu'il a été déporté à Auschwitz. Et ça, il serait bon, je le dis au réalisateur, qu'on voit dans le film qu'il a été déporté à Auschwitz et pas seulement à Buchenwald, parce que Buchenwald, on ne comprend pas à ce moment-là effectivement pourquoi il est tatoué. Hein. Et donc ce qu'il raconte et qui nous racontera peut-être de nouveau du rapport qui était le sien à ce tatouage, c'est-à-dire à cette peau au fond qu'on lui a donnée une fois qu'il se trouvait à Auschwitz et dont il ne parvient pas à se débarrasser et dont il ne veut pas non plus finalement se débarrasser, me semble tout à fait intéressant. Troisième ou quatrième tableau, la vie. Comment vit-on après Auschwitz? Comment la vie est-elle possible? Plusieurs réponses apparaissent dans le film. Je vais les résumer de façon forcément caricaturale parce qu'on ne résume pas une vie, c'est bien évident, surtout en présence des gens qui ont pu parler à ce sujet. Mais on parvient à vivre
parfois, en essayant de vivre normalement, justement. Et le témoignage de Charles Baron et de son épouse va un petit peu en ce sens qu'ils expliquent comment ils ont fondé une famille, comment Charles Baron a recommencé à travailler. Bon, avec bien évidemment la difficulté qu'il y a à s'inscrire dans une normalité. On parvient à vivre en créant également, c'est-à-dire en utilisant le traumatisme, en le dépassant par une œuvre, et ça a été le choix de Madame Marceline Loridan-Evans, qui est devenue cinéaste. Il y a aussi le témoignage très fort dans le film du fils de ce peintre, David Holler, qui raconte comment son père, de manière compulsive, eh bien, dessine sans arrêt l'horreur, et même lorsqu'il tente de s'échapper un peu de ces dessins qui sont des dessins, comment dirais-je, où il ne fait que reproduire ce qu'il a vu, eh bien même la peinture qu'il fait après est une peinture qui reste fondamentalement cauchemardesque. Un 5e tableau est intitulé « L'impossible retour ». Et cette fois, et c'est un film très ambitieux de ce point de vue-là, parce qu'il ne parle pas que des Juifs de France, mais il essaye de parler de la situation des Juifs en Europe de manière générale. Donc il est question, cette fois, de la situation très différente des Juifs d'Europe orientale par rapport aux Juifs d'Europe occidentale et par rapport aux Juifs français. Et je crois que c'est Annette Viverka, qui est à plusieurs reprises interviewée dans le film, dont les travaux ont joué un rôle tout à fait pionnier sur cette question du retour des déportés, qui insiste sur le fait que la situation des Juifs de Pologne, de Hongrie ou des pays baltes n'est pas la même. Puisque, en effet, et moi je vais travailler sur l'Italie, sur la situation d'Italie et des Juifs d'Italie, en France, en Italie, les Juifs n'ont pas, pour la plupart d'entre eux en tout cas, ont l'idée de rentrer en France, de revenir en France quand ils réchappent à la Shoah, de se réinstaller en France. Dans les pays d'Europe orientale, c'est à l'évidence beaucoup plus difficile, voire impossible. Le film nous rappelle à quel point l'antisémitisme reste très vif. Il y a encore des pogroms en Pologne en 1946, le pogrom de Kielce notamment. On voit des images d'archives dans le film à ce sujet. Alors je ne suis pas en train de vous dire que l'antisémitisme a disparu en France. On sait à quel point il est toujours présent, y compris aujourd'hui. Mais à l'évidence, la situation n'est pas la même. Du coup, quelle est la situation qui se présente pour ces Juifs-là? Eh bien, il y a l'option qui consiste à aller aux États-Unis, mais les États-Unis, dans l'immédiate après-guerre, ont une politique qui est plutôt une politique de fermeture à l'émigration. Françoise Ouzan est présente ici, elle a travaillé directement sur le sujet, donc peut-être interviendra-t-elle dans le débat tout à l'heure pour nous dire ce qu'a été cette politique des États-Unis, qui est expliquée dans le film avec une ouverture quand même à l'époque de Truman, mais après une assez grande aussi, là, incompréhension vis-à-vis de cette demande des Juifs. Et l'autre option, c'est bien sûr le départ vers Israël. Nouveau tableau, la terre promise. La terre promise, le film rappelle donc ce qu'a été la lutte des organisations juives et des organisations sionistes pour acheminer ces Juifs donc vers ce qui n'était pas encore l'État d'Israël, mais qui allait le devenir donc à partir de mai 48. Alors, on raconte des épisodes qui sont des épisodes connus, bien évidemment, comme l'affaire de l'Exodus, dont on sait qu'elle a pesé, y compris dans les discussions qui ont pu intervenir sur la scène internationale. Et il met l'accent sur un autre aspect qui est peut-être moins connu, qui est connu des historiens, mais qui est peut-être moins connu du public et qui est connu des historiens depuis pas si longtemps que cela, à savoir l'accueil mitigé, pour ne pas dire réservé, qui a été fait en Israël même à ces Juifs rescapés de la Shoah. Et ça, c'est tout à fait intéressant de voir comment, effectivement, même là, ces Juifs se trouvent finalement dérangent parce qu'ils ne correspondent pas à l'idéal sioniste du nouveau Juif, de l'homme nouveau, du pionnier, du combattant, et ils doivent, là encore, affronter un certain nombre de clichés, comme l'idée suivant laquelle, et ça revient à plusieurs reprises, l'idée suivant laquelle, eh bien, les Juifs se seraient laissés conduire à l'abattoir.
L'idée d'une passivité qui expliquerait, au fond, on trouverait dans l'histoire des Juifs eux-mêmes les raisons de leur extermination, ce qui évidemment peut, comment dirais-je, enfin fait frémir les historiens et pas seulement les historiens. Alors, on voit bien comment les choses changent en Israël et pas seulement en Israël à partir du procès Eichmann, donc qui transforme véritablement les consciences. Alors, je disais que ces questions-là avaient été débattues en Israël. Il y a notamment un livre d'une une historienne israélienne, Idit Zertal, qui avait suscité un débat assez important, La nation et la mort, dans lequel elle montrait comment ce n'était effectivement que progressivement que la Shoah était devenue quelque chose de fondamental dans l'identité collective de l'État d'Israël, mais pas immédiatement. 2 derniers tableaux, et j'en ai presque fini, et ensuite je donnerai peut-être une lecture un peu plus personnelle de ce film, que là j'espère résumer à peu près fidèlement. 2 tableaux, un tableau intitulé « Punir », qui est consacré d'une part au procès Eichmann, moment essentiel dans l'élaboration d'une mémoire collective de la Shoah, et d'autre part au combat que certains ont pu mener, en particulier Serge et Beat Klarsfeld, donc, pour faire punir d'anciens criminels nazis. Dernier tableau, ou avant-dernier, je ne sais plus, la vengeance, la question de la vengeance est également abordée. Et ça me semble intéressant parce que j'ai le sentiment que c'est une question qui n'est pas souvent posée comme cela. Il a pu y avoir aussi une forme de tabou, me semble-t-il, mais peut-être les témoins ici présents me contrediront-ils, sur ce sujet-là, à savoir, est-ce que les déportés ont eu, comment dirais-je, des pulsions meurtrières ou pas, et les témoignages qui sont présentés, je dirais qu'il n'y a qu'une voix discordante, c'est celle de Charles Baron, dans le panel des témoins, effectivement, qui sont sollicités et qui disent qu'ils ont pu, oui, que s'ils avaient pu à un moment donné réaliser par eux-mêmes une forme de vengeance, ils l'auraient accompli. Alors, quelques mots avant de donner la parole peut-être aux réalisateurs d'abord, et ensuite donc aux témoins, pour ouvrir plus largement la discussion au-delà du film, et sur le film aussi. C'est un film qui m'a beaucoup intéressée. Je voudrais dire que j'ai récemment été sollicitée pour être conseillère historique pour un documentaire, et que c'est très difficile. D'abord, je voudrais dire que je sais à quel point il est difficile d'accorder les exigences des historiens, des cinéastes, et des témoins. À quel point aussi il est frustrant, je le sais, pour des témoins qui parfois sont interviewés pendant des heures, mais c'est vrai aussi d'ailleurs pour les historiens, qui quelquefois sont interviewés pendant des heures et qui voient leurs propos réduits à 2 interventions de 1 minute 30. Bon, et ça, il faut quand même que les cinéastes le sachent, parce que c'est source souvent d'incompréhension et de frustration. Mais c'est un fait. Bon, moi j'ai appris comme ça comment travailler effectivement les documentaristes qui retranscrivent les interviews du film, qui ne vont pas lire les livres des historiens par exemple, mais qui quelquefois vont lire les livres des historiens, mais qui finalement se basent sur ce qu'ont dit les historiens dans le cadre des interviews qu'ils ont réalisées pour pouvoir ensuite transformer ça en objet visuel. Bon, avec des exigences qui sont celles forcément des cinéastes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelquefois percutant ou émouvant ou cinématographique d'un point de vue ou d'un autre, et donc il y a tout un tas de comment dirais-je, de matières qui passent à la trappe parce qu'elles ne répondent pas à ces exigences-là, ce qui peut sembler scandaleux aux uns ou aux autres. Bon. Mais ça, c'est le premier point que je voulais dire. Donc, je sais à quel point l'exercice n'est pas facile, mais en même temps, je ne pense pas non plus qu'on puisse s'improviser cinéaste, parce que il arrive aux historiens de se dire, est-ce qu'on ferait pas mieux nous-mêmes, finalement, de faire des films pour dire exactement les choses comme on les voudrait. Mais je ne suis pas sûre que ça passerait. Je veux dire, il y a un vrai métier de documentariste, je n'ai pas non plus de doute là-dessus. Voilà, donc je crois que la solution, c'est celle, en effet, de la collaboration. J'ai quelques réserves comme historienne qui portent essentiellement sur l'utilisation de certaines images, sur l'utilisation des images. Bon, peut-être parce que j'ai pas mal travaillé là-dessus, sur ces images d'horreur qu'on voit, images de cadavres, images de charniers,
qui passent rapidement dans le film, parce qu'elles ont valeur, comment dirais-je, d'icône, qu'elles sont utilisées pour résumer l'horreur, mais c'est une utilisation qui, moi, peut me gêner, parce que j'ai le sentiment qu'elle met à niveau, justement, toutes les expériences concentrationnaires, et qu'il faut au contraire essayer de faire une généalogie de ces images. Donc ça, c'est quelque chose qui a pu effectivement me déranger. Hein. L'anonymat, au fond, une espèce de processus d'anonymat de ces images de l'horreur, qu'il faut au contraire, je pense, essayer d'historiciser de plus en plus. Je vous signale qu'il y a, même si c'est intéressant la façon dont vous l'utilisez, mais vous citez ce film de Vorontsov, qui est un film qui a été réalisé par un cinéaste soviétique sur la libération d'Auschwitz. Alors, il y a eu un débat, vous savez, autour de ce film, parce que ce film montre des images qui sont des images d'archives, mais il y a aussi... C'est un point que nous avions soulevé quand nous avions fait ce travail il y a une quinzaine d'années. Il y a aussi des images qui sont manifestement des images de reconstitution qui ont été tournées a posteriori avec des gens qui étaient soit des déportés qui avaient recouvré la santé, soit qui n'étaient peut-être pas du tout des déportés, mais peut-être des Polonais qu'on avait fait revenir dans le camp. Et on voit effectivement quelques femmes qui sont peut-être des paysannes polonaises aux bonnes joues qui ont été amenées sur place. Enfin, il y a quelque chose dans ce film qu'il faut encore élucider, me semble-t-il. Et donc, il faut faire attention avec ces images d'archives-là, parce que c'est souvent ces images, vous savez, l'image où on voit les gens derrière les grillages, et où l'un des témoins, je crois, a reconnu. Justement, si je peux juste prendre la parole à ce moment-là, bien sûr. Je ne les ai pas utilisées, celles-ci en tout cas, comme des images d'archives. Il y a un récit dans le film. D'accord. Dans le film, nous avons un témoin qui est Monsieur Selem, et qui raconte la recherche de son oncle. Et qui dit, un jour, ma mère, qui allait souvent au cinéma, aux actualités cinématographiques, croit reconnaître mon oncle. Oui, absolument. Bon. C'est dans ce cadre-là. Et d'autre part, M. Selem de dire, j'ai entamé une recherche. Et c'est par hasard que j'ai retrouvé donc dans les archives du Centre de documentation juive, donc ici, dans les caisses, ce film qu'il ne connaissait pas, lui, à l'époque où il l'a découvert. Et c'est tout simplement une citation du film d'actualité cinématographique dont on montre des images, mais je montre également le générique. Je ne dis pas que ce sont... Absolument. Mais là, ce que je disais, moi... Oui, mais je tenais à le préciser concernant précisément ce film. Il n'est pas présenté autrement que comme le film que tout le monde a vu, pu voir. Voilà. Et je sais que d'autres réalisateurs l'utilisent sans réserve dans d'autres montages, ce que je n'ai pas fait. D'accord. Tout à fait juste. Simplement, l'image en question avec les enfants, parce qu'il y a confusion sur ces enfants. On peut penser qu'il y avait des enfants à Birkenau. C'est pas vrai, ce sont des petits Ariens. Des enfants raflés avec leur famille, peut-être en Pologne, mais qui ne sont pas juifs. Et il y a une confusion sur ce plan, je le vois très souvent. Oui, ce plan, je le vois très souvent, et c'est manifestement des enfants ariens. Voilà. Alors, il se trouve que cette image, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que ça fait partie un petit peu de mes chevaux de bataille, cet usage des images des camps, et je sais qu'avec le cinéaste avec qui j'ai travaillé récemment, on a eu justement des discussions là-dessus. Cette image des gens derrière les barbelés qui attendent et qui vont être libérés, c'est le sentiment que c'est la thèse du film de Vorontsov, donne une image, une idée faussée de la libération des camps. Oui, mais ça, c'est précisément ce film qui en donne la Oui, mais je parle de ce film. Je parle de ce film. Et justement, nous avons fait attention dans le montage des images de ce film. Nous avons précisément retiré le moment où on ouvre les portes du camp et où ils font tous comme ça. Et c'était tellement ridicule qu'on les a pas montés. Alors, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, je suis pas historien, mais ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Donc, on ne l'a pas monté dans le film. On l'a retiré du film. On a laissé que des images qui font partie du film sur lequel on ne porte pas de jugement et on n'explique pas qu'il est sujet à controverse. Il est simplement là pour appuyer la démonstration de Denis Selem qui recherche son oncle et sur lequel, sur les images du film, on voit exactement l'oncle de Denis Selem. C'est-à-dire qu'ils ont mais ça peut. On ne dit pas que ce sont des images d'actualité, ni que ce sont peut-être des images
images de reconstitution, on n'en dit strictement rien. On dit juste qu'au cinéma, la mère de Denis Sellem a cru reconnaître son oncle sur des images, sans en dire qu'elles étaient ni d'actualité ni de reconstitution. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Cela dit, comme il se trouve que ce film est quand même très souvent montré et que cette photo en particulier des gens qui sont derrière les barbelés et qui attendent la délivrance, comme des animaux attendent d'être délivrés, est devenue l'une des images les plus emblématiques de la libération des camps. Et comme nous sommes là pour discuter, c'est pour ça que je me permets d'attirer votre attention sur le danger, au fond, y compris des images dans ce qu'elles peuvent fabriquer comme représentation. Mais si je peux me permettre, c'est valable pour notre monde contemporain, c'est valable aujourd'hui. Vous savez très bien que la télévision, dans les faits de guerre qu'il y a aujourd'hui, jusqu'au tremblement de terre, montre des images qui ne correspondent pas à la situation dont on parle. Ça n'a pas cessé et effectivement, il faut le dénoncer. Alors, la question que je voudrais poser, il y a une chose. Je me suis dit, ce film traite donc du retour à la vie, de l'après-Shoah. Qu'est-ce qui peut manquer éventuellement? On peut se dire que les itinéraires que vous présentez donc, sont des itinéraires emblématiques, mais peut-être qu'il y a des cas de figure, en effet, qui sont absents. Donc, sans doute, évidemment. Cas de figure absents, par exemple, ceux qui n'ont pas réussi à vivre après. Et il y en a eu. Il y en a eu des suicides, effectivement, des gens qui sont morts précocement, des gens qui n'ont pas réussi à se réintégrer dans la vie normale. Or, les témoins que vous interviewez ont réussi cela. Donc, c'est pas un reproche que je vous adresse, mais je réfléchis à partir du film en essayant de me demander, voilà, comment on peut après, effectivement, parler d'histoire à partir de cela. Peut-être que ce qui manque aussi, je serais contente si les témoins pouvaient se prononcer aussi un peu là-dessus, et Madame Vieux-Charrier nous a aussi invités à y réfléchir. La durée, la possible, le temps qu'il a fallu, les années, les dizaines d'années qu'il a fallu. Le temps, d'accord. Oui, c'est un point dont on pourra parler. Une autre question que vous n'abordez peut-être pas dans le film est celle des engagements. Est-ce que l'engagement, la création, vous l'avez dit, mais est-ce que l'engagement dans les associations, justement, d'anciens déportés, éventuellement l'engagement politique aussi, a pu par certains être considéré comme une façon, je veux dire, de prolonger cette expérience-là. L'engagement dans le témoignage aussi, je pense que c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous. Ce qui me semble nouveau dans ce film et qui rend compte d'une évolution et qui est très intéressant, c'est la dimension psychologique. C'est-à-dire que on a fini, et vous donnez la parole à plusieurs reprises donc à Boris Cyrulnik, et je crois que ça c'est très intéressant. On est dans une phase où on analyse aussi ce qu'a été l'impact et ce qu'ont été les mécanismes qui ont permis aux gens précisément de continuer à survivre. Le film pose aussi une question intéressante et je vais aussi dans votre sens de ce point de vue-là parce que je crois que là on a un chantier à venir de l'historiographie. Il y a d'ailleurs des historiens qui ont commencé à travailler là-dessus. Je pense notamment à une historienne italienne. La question des générations qui viennent après, c'est-à-dire que la Shoah est un fardeau, bien sûr, pour ceux qui ont été directement concernés, mais aussi pour les enfants, pour les conjoints, qu'on voit également d'ailleurs dans le film, pour les petits-enfants. Alors, fardeau d'un côté, marqueur d'identité, et en même temps, ce sont eux qui deviennent donc les agents de la transmission. Bon, voilà, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que je crois que le film est globalement une réussite. Ce sont comment dirais-je, les quelques réserves ou suggestions que j'ai pu formuler sont des invitations à la discussion, mais il me semble qu'il montre très bien non seulement à quel point la Shoah, au fond, est constitutif, qu'on le veuille ou non, d'une identité après et de manière totalement indélébile. Il montre bien aussi comment la Shoah change l'identité, pas seulement des Juifs et des anciens déportés, mais de tout le monde. Et ça, je crois que c'est aussi très bien dit dans le film. Et comment on ne peut pas continuer à vivre, évidemment,
comme si rien ne s'était passé après. Je voudrais simplement citer une phrase de Kertész, donc cet écrivain, donc enfin qui est devenu écrivain juif de Budapest, déporté à Auschwitz, lorsqu'il dit: je vais continuer à vivre ma vie invivable. Je vais continuer à vivre ma vie invivable. Ça me semble une très belle formule qui résume bien, je crois, le propos du film. Alors maintenant, donc, je vais peut-être vous inviter à dire en quelques minutes, si vous voulez, la façon dont vous avez travaillé, raconter brièvement l'histoire de ce film, et puis après, donc, je donnerai la parole aux témoins, donc, qui nous font l'honneur d'être présents. Alors, si résumer, parce que raconter, en fait, ce serait très long de raconter, et puis je suis pas sûr que ce soit très intéressant, et je pense pas que ce soit le propos de notre réunion. Avant de commencer, je voudrais saluer la mémoire de Gabriel Roth, qui témoigne dans ce film et qui est décédé au mois de septembre dernier. Écoutez, moi, l'approche que j'ai eue, enfin, ce qui m'a porté pendant plusieurs mois, il faut savoir que j'ai fait ce film en moins de 6 mois, tout compris, c'était d'avoir un rapport le plus sensible avec ceux que j'ai rencontrés. J'avais d'abord envie d'aller avec eux dans un échange et de leur permettre de dire des choses. C'était ça. Ensuite de quoi, avec ces longues heures d'interview, comme vous l'avez noté tout à l'heure, mais je ne vois pas tellement comment on peut faire autrement, trouver à structurer leur témoignage de manière à ce qu'émerge quelque chose qui est à la fois de l'histoire, mais qui est aussi de l'histoire personnelle de ce qu'ils ont vécu eux. Parce qu'on raconte la grande histoire de la Shoah, mais je m'intéresse dans cette grande histoire à chacune de ces histoires individuelles qui sont extrêmement prenantes et qui sont très 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 importantes à connaître, parce que ça peut ramener à notre histoire personnelle même, à ce qui pourrait éventuellement nous arriver en d'autres circonstances, pour d'autres raisons, mais on ne sait pas ce qui peut nous arriver dans les temps à venir. Hein. Et de les écouter parler et de voir comment c'est si dur d'en parler, mais à la fois aussi que pour certains, ils ont quand même envie de le dire et que c'est difficile et que... Et c'était mon truc, c'était de rentrer dans cet échange pour avoir quelque chose que peut-être on dit moins spontanément, quoi. Voilà, c'était mon idée. Et ensuite de quoi, je voulais aussi faire sentir ce que je ressens moi de toute cette tragédie. Ce film en moins de 6 mois, tout compris, c'était d'avoir un rapport le plus sensible avec ceux que j'ai rencontrés. J'avais d'abord envie d'aller avec eux dans un échange et de leur permettre de dire des choses. C'était ça. Ensuite de quoi, avec ces longues heures d'interview, comme vous l'avez noté tout à l'heure, mais je ne vois pas tellement comment on peut faire autrement, trouver à structurer leur témoignage de manière à ce qu'émerge quelque chose qui est à la fois de l'histoire, mais qui est aussi de l'histoire personnelle de ce qu'ils ont vécu eux. Parce qu'on raconte la grande histoire de la Shoah, mais je m'intéresse dans cette grande histoire à chacune de ces histoires individuelles qui sont extrêmement prenantes et qui sont très 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 importantes à connaître, parce que ça peut ramener à notre histoire personnelle même, à ce qui pourrait éventuellement nous arriver en d'autres circonstances, pour d'autres raisons, mais on ne sait pas ce qui peut nous arriver dans les temps à venir. Hein. Et de les écouter parler et de voir comment c'est si dur d'en parler, mais à la fois aussi que pour certains, ils ont quand même envie de le dire et que c'est difficile et que... Et c'était mon truc, c'était de rentrer dans cet échange pour avoir quelque chose que peut-être on dit moins spontanément, quoi. Voilà, c'était mon idée. Et ensuite de quoi, je voulais aussi faire sentir ce que je ressens moi de toute cette tragédie, c'est que je crois qu'on vit dans un monde hypocrite.
Et on a beau faire des commémorations, on a beau en parler, je pense que le monde est hypocrite, que les individus sont, enfin c'est le cas de le dire, tournés vers eux-mêmes. Il n'y a que ça qui intéresse les gens aujourd'hui, et je veux dire il y a du boulot sur la planche pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Parce que comme le dit justement Boris Cyrulnik dans le film, ça peut vraiment se reproduire. Bien, merci. Alors, je vais peut-être demander d'abord à Marceline Loridan-Evans de réagir d'abord en nous disant, donc, éventuellement, peut-être, si vous êtes retrouvés, je dirais, dans ce film, mais de manière plus générale, hein, au-delà de la partie qui est consacrée à votre témoignage, est-ce que vous souhaiteriez peut-être ajouter ou corriger éventuellement sur le propos du film? C'est très difficile d'en parler de cette façon-là, parce que d'abord il faudrait avoir vu le film et réagir immédiatement. Je l'ai vu il y a 2 jours, il m'est sorti de la tête, j'ai fait d'autres choses pour les commémorations de la Shoah. C'est très difficile, mais je trouve que globalement, j'ai trouvé un peu léger sur la partie des témoignages de déportés. Oui, j'ai trouvé un peu insuffisant. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est son élargissement. Son élargissement à ce qui était encore la Shoah non avouée, des conséquences immédiates de l'après-guerre, de ces milliers de juifs internés pendant des mois, un monde qui les refusait tous. Personne ne les voulait, ces juifs. C'est vrai, il a fallu une lutte incroyable avec les Américains, aussi peut-être les Français ont été beaucoup plus coopératifs parce qu'ils ont beaucoup aidé à la traversée de la France pour gagner la Palestine. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Élie. Et ça, il y a une espèce d'élargissement qui était très confortant pour moi. Enfin, on allait plus loin, enfin, on osait aborder des choses complètement tues, vous voyez, sur ce qui s'est passé entre 1945, qui était encore la guerre, et 1946, 1947, 1948, où des milliers d'hommes, de femmes se trouvaient dans des camps en Allemagne, continuant à vivre d'une façon très précaire, et qui était refusée par le monde entier. Voilà. Et ça, je trouve ça très très fort et très intéressant de l'avoir abordé. Et il y a aussi une empathie pour toute cette histoire qui est de la part de Francis, qui est très forte et qui est très réconfortante aussi, vraiment. Et ce que j'ai trouvé de moi, évidemment, je suis interviewée pendant 2 heures, 3 heures, et puis on trouve de ci, de là quelques minutes, mais ça c'est impossible de faire autrement. Ou alors il faut prendre l'histoire d'un seul personnage et de le suivre. Et c'est vrai que concernant ce qui manque aussi, c'est la folie des Juifs après la guerre. La folie, la névrose, une névrose épouvantable. De tous les Juifs ne retrouvant personne, cherchant à se remarier vite pour reconstituer quelque chose, une espèce de névrose généralisée que j'ai ressentie après la guerre et que je ne trouve nulle part. Parce que les gens qui revenaient, ils ne trouvaient plus rien, ou ils rentraient dans des familles qui ne comprenaient rien, les gens qui n'avaient pas été déportés, ceux qui avaient été déportés, c'était une espèce de folie de revivre, de reconstruire à tout prix, à un moment donné où vraiment c'était la désolation. Nos âmes étaient mortes, et elles continuent à être mortes. Une partie de nous est morte dans les camps. Ouais, c'est vrai qu'après, à un moment, il a fallu se geler de l'intérieur pour survivre, pas pour revivre, pour survivre. Et il a fallu 15 ans, 20 ans pour moi, et encore maintenant, et tous les jours, et les cauchemars, et la nuit, c'est toujours là. Et ça, on sent pas cette durée de la souffrance, de l'humiliation vécue d'avoir été transformés en animaux.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est parce que c'est très important le numéro. Personne n'en parle jamais. Moi, j'ai un rapport avec mon numéro complètement fou. D'abord, je l'ai caché avec des bouts de sparadrap. Après, j'ai eu affaire à des réflexions abominables. Après, je l'ai accepté. Je ne le cachais plus. Il m'a servi quelquefois dans la vie même. C'est la vérité, faut le dire. Il a servi. Par exemple, quand j'étais au Vietnam, que Ho Chi Minh voit mon numéro et qu'il me dit « T'étais à Auschwitz, t'as pas été cramé là-bas, tu peux faire ce que tu veux dans mon pays », ça me sert pour mon travail. C'est vachement positif. Ah ouais. Ou le gosse en Italie, le gosse à Naples, une bande de gosses de petits voyous qui vendent des faux paquets de cigarettes ou de l'eau de Cologne à la place du whisky, qui voient le numéro, qui comprennent pas très bien ce que c'est, mais qui sont enchantés qu'il le relève pour le jouer à la loterie nationale. Et moi, espérant qu'ils allaient gagner une fortune, ou mes relations en Chine même, où l'empathie est d'autant plus grande que d'abord là-bas on ne sait pas très bien ce que c'est les juifs, et d'une part, même s'il y en a eu, et s'il y en a d'importation, quelques-uns, mais aussi c'était immédiate reconnaissance d'une souffrance réciproque pour ce qu'ils ont vécu avec les Japonais. Je veux dire, ça sert aussi, c'est malgré vous, et c'est magnifique. Ça peut être horrible, mais ça peut être aussi magnifique. Évidemment, c'est pas drôle quand on vous demande si c'est votre numéro de téléphone ou si votre père est dans la marine. Voilà, donc il y a tout un... Et maintenant, mon numéro, il me sert à numéroter mes valises. Je connais le numéro toujours de ma valise à cause de ce que j'ai sur le bras. Vous voyez, c'est incroyable, toute une histoire de numéros insensés, quoi. Et lui, qui le découpe, qui le perd, on lui vole, il le retrouve, il le repère, il vient me voir, il dit je veux le refaire. Je dis tu fais ce que tu veux, c'est ton numéro, tu as le droit de te le remettre. Et qu'il y a une espèce de conscience abominable par rapport à sa famille. Est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire... Je dis tu fais ce que tu veux, tu les emmerdes. Tu fais ce que tu veux. C'est vrai. Donc, il y a tout un aspect des choses, mais ce sont des détails dans lesquels c'est difficile d'entrer dans un film qui englobe quand même toute une période, plusieurs individus interviewés, et toute une histoire aussi. Mais c'est vrai qu'on est tous un peu piqués. Hein. On est toujours encore très fous. Moi, je qu'à demander à ma sœur qui est là... qui le vit aussi elle-même, hein, ou qui l'a vécu. Hein. Oui, on apporte en nous quelque chose. Il y a entre nous et les autres quelque chose de différent. On a une expérience qui a fait de nous d'autres êtres. Je le pense réellement. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors... Bien, après tout ce qui a été dit, surtout par notre modératrice, qui a dit beaucoup de choses, et que je serais peut-être obligé en partie de répéter, et je m'en excuse d'avance. Et effectivement aussi Marceline, qui a dit pas mal de choses, et je pense au fur et à mesure du temps, on arrive à rétrécir un peu notre intervention. Moi, ce que je voulais dire, à propos du film, d'abord, non, parce que le sujet ici, ce n'est pas seulement les films, c'est tout de même la vie après la Shoah. Et il ne faut pas focaliser et centraliser tout sur les films. Je pense que ce n'est pas le propos. Vous êtes d'accord ? Non, parce que sinon, on a bien dit que le film était le point de départ. Enfin, c'est la feuille de route qui m'a été confiée par les gens du mémorial de la Shoah. Et l'idée est en effet d'ouvrir le débat après sur la vie après la Shoah, le retour. Je vais me permettre, concernant les films, d'être assez bref, que dans sa globalité, il a quand même des qualités en ce sens qu'il est très large, c'est-à-dire qu'il fait appel à des personnes différentes et intéressantes, et donc c'est un apport certain. Le gros défaut en général, c'est que c'est un film qui est évidemment trop court, et que les intervenants, chacun d'eux, pourraient faire un film ou un épisode ou ce que l'on veut. Et je pense qu'il y a eu Shoah, sur 8 ou 10 heures, si je me souviens, effectivement, et
maintenant, mais c'est trop tard déjà. C'est trop tard de faire après Shoah dans le style de Lanzmann pour essayer d'interroger, d'interviewer le maximum de gens pour avoir une vue extrêmement élargie sur la vie après la Shoah, sur la répercussion, si vous voulez, de la Shoah sur la vie après. Bon, ça n'a pas été fait, donc il faut se contenter d'1h30 pour 20 personnes, et c'est vraiment peu. Et par rapport à ce qu'on a dit, nous, dans nos interviews et lorsqu'on a été filmé, il est évident qu'on est très 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 loin du compte. Ça c'est en général. Maintenant, pour la forme, si je peux me permettre, j'ai 2 petites remarques à faire. Premièrement, qu'on donne des titres de noblesse, enfin des titres pour les professionnels qui intervenaient, surtout les historiennes, pour dire qu'elle est directrice au CNR, directrice de recherche au CNRS, ou bien enseignante à l'université de Tel Aviv et écrivain, etc. Je comprends très bien, ce sont des éléments strictement personnels, c'est normal. Mais en ce qui concerne nous, anciens déportés globalement, il ne faut même pas dire survivants ou pas survivants ou rescapés, on n'est pas des rescapés. Disons qu'on est des anciens survivants, maintenant qu'on soit des anciens déportés, qu'on soit déportés d'Auschwitz, de Bergen-Belsen ou de Buchenwald, ça n'a pas une très très grande importance. Et dans le film, il y a une petite, si vous voulez, confusion, parce qu'on a l'impression que la majorité des gens qui ont survécu, qui témoignent là, étaient à Auschwitz, et que les autres, ou ils n'étaient nulle part, ou bien ils n'existent plus. Bon. La deuxième chose, c'est que d'affubler chacun des intervenants par anciens rescapés ou anciens déportés de Buchenwald, et en dessous leur profession, et je pense que les deux choses ne sont pas liées, et je pense qu'il aurait fallu trouver une autre formule et ne pas mélanger le professionnel avec l'état de déporté. Bon, ça c'est secondaire. En ce qui me concerne, par exemple, dans la forme, de dire que je suis un rescapé ou un ancien déporté de Buchenwald, c'est tout à fait exact. Et ensuite, on embraye sur mon histoire de matricule. Et pour des gens, ils ne sont pas... Ici, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, ils savent de quoi il s'agit, c'est pas la peine d'en parler et tout. Mais je voudrais bien que vous vous plongiez d'ici 20 ans, où la grande majorité des déportés ne seront plus là, pour contredire ou pour vérifier, et même s'ils sont là, ils sont tellement gâteux qu'ils ne pourront rien faire, qu'ils ne pourront rien aider. Eh bien, imaginez un jeune étudiant, je m'excuse de parler de choses un peu bêtes peut-être, un jeune étudiant en histoire ou je sais pas, en psychologie ou en sociologie, etc. Et il est très moderne, il a un écran d'ordinateur souple, inclus dans sa manche de veste, et qui fonctionne à la voix, mais même à la voix extrêmement basse, et il chuchote là comme ça, tout doucement, il chuchote la vie après la Shoah, d'accord, et apparaît le film, parce que c'est un film très sérieux. Il a été commandité par la chaîne Histoire, c'est-à-dire ça a une valeur historique, d'accord. Et il est évident qu'il verra ce film s'il ne connaît pas les choses, et s'il voit mon témoignage à moi, il va se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout qu'il est question, moi-même, je montre un peu le geste, comme quoi je suis un peu starbé. Bon, c'est vrai, mais il est vrai qu'il voit, il y a marqué rescapé de Buchenwald, et la seule chose qu'on montre, c'est que il a un problème de matricule qu'il a enlevé, il a expliqué pourquoi il l'a enlevé, mais il n'a pas expliqué du tout pourquoi il tient tellement à le garder. Et à ces propos, je vais vous dire tout de même, pour compléter votre information, que si j'y tenais tellement, bon, ben ça c'est une question un peu personnelle que l'on a avec le numéro, comme a dit Marceline, mais à part cela, il n'y a pas longtemps, j'avais décidé que ce numéro appartenait à mes enfants, et que je voulais leur laisser en héritage pour qu'ils aient une espèce de témoignage de mon existence, de mon passage pendant cette période de la Shoah, et libre à eux était de le transmettre à leurs enfants, aux générations suivantes.
Or, ça m'a été volé, retrouvé, ça m'a été volé une deuxième fois, c'est exact. Et j'étais extrêmement blessé par ce problème. Et il est vrai qu'il posait un problème, mais je faisais d'autres choses en même temps. Il ne faut pas croire, comme c'est montré dans le film, que ma vie était totalement focalisée sur cette histoire-là, et qu'il n'y avait rien d'autre qui existait, et que je faisais rien d'autre, que je m'occupais de rien d'autre, de tout ça, qui est tout à fait archi faux. Nous, on ne tient pas tellement à avoir cette relique-là, d'avoir ce témoignage, parce que finalement, on sait, et puis il y a des photos, et puis il y a des témoignages, etc. Et par conséquent, on s'en passe très bien. De sorte que cette folie un peu, où un ami à moi, qui a fait d'ailleurs tout le parcours de 5 années de la Shoah avec moi, et dont je parlerai peut-être une minute, parce que c'est la vie après la Shoah, m'a dit au téléphone, mais tu es bête, tu as la photo du matricule, eh bien, tu te fais retatouer, tu l'enlèves et tu donnes à tes enfants. Bon, hein? Bien sûr. Voilà. Bon, alors, en premier moment, je me suis dit, cette idée est géniale, on a rigolé un peu, et puis j'y ai pensé beaucoup, et je me suis ouvert à mes enfants. Et mes enfants m'ont donc expliqué qu'ils y tenaient pas tellement, et donc j'ai renoncé complètement, et je me contente maintenant de pratiquement ne plus y penser. J'ai la photo aussi ici, qui est dans ma poche, entre les tickets de métro et les cartes bancaires, et puis voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc je pense que dans le film, vous dites qu'on ne peut pas interpréter, mais il n'y a rien d'autre, pratiquement. On fait si, un petit peu autre chose. D'accord. Et cher Élie, et votre départ en Israël et votre engagement dans l'armée israélienne. C'est vrai. Bon. Non, mais c'est vrai que sur le numéro, moi, personne connaît mon numéro dans la famille. Personne ne s'en souviendra. Je crève, personne ne saura que j'avais un numéro, mais lequel? Bonsoir. Ben oui. Mais c'est pas, ça fait partie de nous. C'est quelque chose d'horrible, ce numéro. C'est intolérable. Intolérable. Bien, ben écoutez, on va clore sur ce problème. Et donc, je vais clore aussi sur les films, parce que je pense globalement qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants et qui donnent une ouverture dans beaucoup de directions. Maintenant, en ce qui concerne le sujet même, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la vengeance, de Eichmann, etc., si ce n'est une petite remarque concernant l'attitude des gens, des Israéliens, enfin ils n'étaient pas encore Israéliens, mais des gens qui étaient en Eretz Israël dans l'Ishuv, lorsque certaines déportés arrivaient, mais pas les grandes masses, parce que les grandes masses arrivaient après la proclamation d'État d'Israël. Eh bien, je pense que, détrompez-vous, je pense que cette façon de dire que même en Israël, ils n'acceptaient pas cette notion de déportés qui revenaient, qui étaient tatoués, qui ne voulaient pas le savoir, et qu'ils étaient des moutons qui allaient à l'abattoir d'une façon volontaire. Je peux vous dire qu'une très large partie, j'y étais, alors donc je peux vous dire, tout de même, une certaine désinformation, c'est qu'une large partie de la population qui était là, en Israël depuis avant la guerre, était parfaitement consciente de ce qui s'est passé. Lorsque nous sommes revenus, nous nous sommes présentés. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens avaient de la famille très proche qui vivaient encore en Pologne avant la guerre. Parce qu'eux, ils sont partis avant la guerre, mais ils ont laissé des amis, ils ont laissé de la famille, et ils savaient ce que représentaient ces gens-là, quelle force de caractère ils avaient, et ils ne pensaient absolument pas que ce qui est arrivé parce que les gens étaient lâches et qui se laissaient mourir égorgés comme des moutons. C'est faux. C'est faux. Seulement, je pense aussi que instinctivement, toute cette population sentait qu'il ne fallait pas trop en parler, que c'était dangereux et que ce qu'il fallait, c'est qu'ils rentrent dans un cycle de vie le plus normal possible à l'israélien, c'est-à-dire travailler la terre ou faire dans le bâtiment, etc. Et surtout, ne pas permettre de s'enfoncer dans les souvenirs et les mémoires de ce qui s'est passé.
Et c'est pour ça que quand on dit que les gens ne voulaient pas parler parce qu'on ne voulait pas écouter, je répète ça ici, c'est vrai et incomplet. Parce que les gens ne voulaient pas écouter parce qu'ils étaient en fait incapables de comprendre ce qui s'est passé, c'est exact, mais les gens qui devaient parler n'avaient pas tellement envie d'en parler non plus. Parce qu'ils pressentaient qu'il y avait un danger. Un Primo Levi qui en a parlé depuis la libération en 1945, et pendant des années, il a écrit, et il a laissé des choses très importantes, a fini tout de même par suicider. Et je pense que si les gens parlaient en 1945 librement, comme ça, eh bien je pense que le taux de suicide aurait été supérieur. Et là je reviens au point principal du débat, c'est la vie après la Shoah, hein, et comprendre comment on peut vivre ou revivre, je ne sais pas, on peut définir ça comme on veut, après ce qui s'est passé. Alors là, c'est un peu lié à une remarque avec le film, c'est qu'il y a eu la Shoah, c'est vrai, c'est une espèce de festin extraordinaire, concocté par les nazis avec tous leurs acolytes, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Eh bien, ce repas-là était arrêté, enfin presque fini à la libération, disons au mois de mai 1945, mais il y avait tout de même un dessert. Et le dessert était justement ce qu'on a évoqué ici, les gens déplacés dont personne n'en voulait, qu'on traitait d'être inférieurs, comme a dit un militaire américain, et que l'on voulait déporter de force pour qu'ils rentrent dans leurs pays respectifs, surtout à l'Est. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'à l'Ouest, on ne les acceptait pas. Les Anglais qui ont mis toutes les difficultés pour la Palestine. Les Américains n'en voulaient pas parce que, soi-disant, ils étaient communistes. Et s'ils avaient été vraiment communistes, ils avaient toute la botte stalinienne et tout l'empire soviétique qui était là, et ils pouvaient très bien l'intégrer s'ils étaient des communistes, vraiment, pourquoi? Mais quelques-uns qui ont fait quelques tentatives pour retourner à l'Est, et vous avez bien évoqué Kielce et le comportement des Polonais envers des Juifs après la libération, où on a fait des pogroms et on les a massacrés, il est évident que j'estime que cette période-là, de 2 années, où les gens étaient coincés et qui étaient, bon, et ensuite ils essayaient d'arriver en Palestine et on ne les laissait pas, les Anglais, on les a raisonnés, on les a internés à Chypre ou ailleurs, je peux vous dire que c'était encore la Shoah. Et je pense que certains bons esprits se sont dit, c'est dommage, les chambres à gaz sont détruites par les nazis, pour ne pas laisser trace, soi-disant, et pour nier la négation actuellement, eh bien, c'est dommage parce qu'on pourrait peut-être les utiliser pour se débarrasser de toute cette racaille-là qui nous embête. Ça, c'était la réalité. C'était la réalité. Et à ce propos, je peux me permettre un petit exemple de la vie après la Shoah. Un de mes amis, avec qui on a fait le trajet pratiquement entièrement, sauf à Buchenwald, si, à Buchenwald, on n'était pas ensemble, eh bien, lui, il a été libéré avec nous, et il est parti clandestinement en Palestine. Il a été arraisonné, il s'est trouvé à Chypre, derrière le barbelé, enfermé, chose qu'il n'a absolument pas pu supporter. Il n'a pas pu supporter, en sortant d'Auschwitz, etc., de se retrouver derrière des barbelés. Il est exact qu'il n'y avait pas des miradors avec des soldats avec des mitrailleuses, que les barbelés n'étaient pas électrifiés, c'est quand même une différence importante, c'est qu'il lui a permis, alors il a décidé qu'il ne pouvait pas rester là, que coûte il doit partir, il doit sortir. Il est arrivé, alors le camp était gardé par des Anglais, 2 par 2, d'ailleurs je crois qu'on le voit dans le film, et qui sont à l'extérieur pour surveiller. Et bien, il est arrivé tout de même à sortir du camp, et il a décidé volontairement qu'il allait se jeter à la mer, et qu'il allait nager, hein, et qu'il allait nager aussi longtemps qu'il pourra, et que s'il ne peut plus, il va se noyer,
Et il va disparaître sans laisser de traces, il me l'a dit, sans laisser de traces, comme ses parents ont disparu d'une autre manière sans laisser de traces. Eh bien, croyez-moi bien, qu'un pêcheur chypriote qui était dans le coin, qui a vu une épave comme ça nager, il savait nager, c'est déjà pas mal, c'est déjà une chance, l'a recueilli, et puis il a compris, mais lui, il disait qu'il voulait aller en Palestine. Eh bien, de bateau en bateau, de pêcheur en pêcheur, ce jeune homme est arrivé sur une plage en Palestine. Ils sont arrivés à embrayer, à revivre et à faire leur vie. Ça, c'est très important, parce que parfois c'est très difficile à comprendre. Et puis, deuxièmement, l'état des gens après la Shoah, notre état actuel par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Et ça, si on ne s'exprime pas maintenant, dans quelque temps, on ne pourra plus s'exprimer et on ne pourra pas savoir si on avait raison de penser de ce que l'on pense ou si on avait tort. Moi, j'espère qu'on a tort. Je l'espère. Mais je ne suis pas sûr du tout et j'y suis extrêmement préoccupé. Je ne vais pas dire angoissé parce que ce n'est pas trop dans ma nature, mais j'y suis quand même très préoccupé, ce qui risque d'arriver à nos enfants et à nos petits-enfants. Et il faut y penser, parce que nous, on est au bout du rouleau, de toute façon, on va dégager dans les années qui viennent, ce qui est normal, mais parce qu'on est atteint d'une maladie dont on connaît parfaitement l'issue. Hein? Ça veut dire, c'est quoi la vie? L'issue de la vie, c'est la mort, de toute façon. Donc, mais par contre, on est préoccupé par les enfants, et pour nos enfants et nos petits-enfants, et quand nous en parlons avec une préoccupation, on nous dit « vous êtes des paranoïaques, vous êtes des angoissés, vous ne savez pas ce que vous dites, c'est pas aussi grave que cela ». Je peux vous dire que malheureusement, personnellement, j'ai une expérience personnelle. Quand la guerre a éclaté, j'avais 10 ans. Eh bien, je me souviens, moi, chez moi, en Pologne, dans un appartement cossu, des grandes tables bien servies, où il y avait des amis de mes parents et qui discutaient des choses et d'autres, alors que j'avais 8 ans, ou 9 ans, ou même 10 ans, et je comprenais très bien ce qu'on disait, et puis on parlait exactement de la même manière de Hitler et de ce qui se passait entre 33 et 39. Et c'était en 38, en 37. Et j'y suis ahuri quand maintenant, chez moi, autour de ma table, avec mon gendre, avec mes enfants, etc., je tiens un discours préoccupé, enfin soucieux, eh bien j'ai mon propre gendre qui me dit « mais tu exagères, il ne faut pas en parler ». Exactement comme il y a 60 ans en arrière. Je pense que c'est très dangereux, c'est très dangereux. Et je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais je pense que M. Ahmadinejad, on n'avait qu'à écouter les nouvelles de ce matin ou ailleurs, il y a presque un bruit de bottes. Pratiquement. Et je crois qu'on est tous là comme ça, assez indifférents, pas soucieux, on pense à choses et à d'autres, et ça peut nous tomber sur la tête. Et je peux vous dire qu'il y a déjà eu 2 guerres mondiales, il y en aura une 3e, et ça sera une guerre nucléaire. Et les conséquences d'une guerre nucléaire, il y avait un petit aperçu à Nagasaki ou à Hiroshima, et vous pouvez comprendre qu'il n'y a pas qu'Israël qui sera la victime. Mais il y aura bien beaucoup d'autres victimes également. Mais enfin, Israël est le premier visé, bien entendu.